Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin, tous les jours, à 12h30. Bonjour Alain Berthaud. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages et vous tenez surtout un blog Anthropologie du présent, www.berthaudalain.com, un site d'information et d'observation passionnant pour comprendre les mouvements, notamment les mouvements sociaux qui émergent partout dans le monde. Alors ce samedi, le mouvement des Gilets jaunes passe à l'acte 3 de leur mobilisation. D'abord, un mot sur la forme de cette mobilisation. On parle de mouvement inédit. Est-ce que c'est vraiment le cas ? C'est en tout cas un mouvement rare, on va dire. C'est pas complètement inédit. Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup au mouvement qui avait eu lieu en Italie à peu près en même temps que les bonnets rouges en France, les forconi, qui étaient les fourches en italien, qui était un mouvement antifiscal contre les taxes, qui est parti du sud de l'Italie et de la Sicile pour remonter vers Rome, avec cette même caractéristique de mouvement insaisissable du point de vue social, parce qu'il y a des caractéristiques précises, mais il y en a plusieurs qui sont accumulées et qui se croisent. Il y a une différence d'âge considérable, par exemple, entre les gens qui bloquent les carrefours et les 8 personnes qui ont été désignées comme porte-parole. C'est quasiment une génération de différence. On ne peut pas établir un profil sociologique du gilet jaune. Mais je reviens sur les forconi parce que c'est un mouvement qui aussi a été accusé, à juste titre, de rejoindre autour de cette revendication antifiscale des positions d'extrême gauche et d'extrême droite. Et en gros, il a participé d'une dynamique qui, à un moment donné, a fini par amener Cinque Stelle au gouvernement en Italie. Donc, je ne pense pas qu'on puisse le sociologiser trop. Visiblement, c'est un mouvement de la France des petites villes, de gens qui ne sont pas très riches, donc c'est un symptôme très fort de la souffrance due à l'explosion des inégalités en France comme dans le reste du monde. Ces dernières années, c'est le symptôme aussi de l'impossibilité de prendre en charge, même de façon extrêmement minime, les impératifs écologiques, sans traiter de cette question de l'explosion des inégalités. Mais moi, ce qui me frappe dans ce mouvement, c'est son caractère politique, très frustre. Mais alors que justement, ils se revendiquent apolitiques. Ils se revendiquent apolitiques, mais ils ont quand même ce qui fait l'unité de cette diversité sociale, générationnelle, et de positions politiques sur les migrants, c'est deux choses. Un, les taxes. Deux, on s'en prend au roi, on s'en prend au chef, Macron démission, et la manif sur les Champs-Élysées. C'est un énoncé politique. Ce n'est pas, un mouvement social qui a ses revendications. C'est pas le mouvement des bonnets rouges, par exemple. Le mouvement des bonnets rouges, le mouvement des bonnets rouges, il était ancré dans des intérêts régionaux, construits sur la question du transport, de l'économie régionale, etc. Là, c'est à la fois frustre et très fort, puisque ça participe quand même du symptôme, là aussi, de la coupure considérable qu'il y a aujourd'hui entre les États et les peuples. Partout, et donc de ressentiment qui s'accumule et qui permet à cette revendication frustre de réunir d'autres, d'en réunir d'autres. Par exemple, j'ai appris ce matin que le comité de soutien pour Adama Traoré appelle à manifester. Donc je pense qu'il y a une erreur de diagnostic de ce point de vue-là des formations politiques proprement dites, partisanes. On va revenir sur les formations politiques, mais justement vous disiez que c'était un mouvement qui naissait plutôt dans les petites villes. Justement, il y a aussi parmi les grands oubliés de la République, on parle souvent des quartiers populaires qui sont souvent parmi les plus paupérisés, les plus précaires. Il y a le collectif Rosa Parks qui organise samedi une grande manifestation aussi de lutte contre le racisme et les inégalités sociales. Pourquoi la mobilisation justement prend-elle pas dans les quartiers populaires ? Mais elle existe dans les quartiers populaires, cette mobilisation. Elle ne fait pas la une de BFM TV. Les journalistes n'accompagnent pas ces mobilisations et n'accompagnent pas la situation des jeunes, notamment dans ces quartiers, comme ils ont accompagné les blocages. Donc il y a une visibilité beaucoup moins grande. Et pour autant, je ne voudrais pas comparer les souffrances, mais il y a quand même une souffrance forte, plurigénérationnelle, depuis des décennies, dans des quartiers où la population, quel que soit son statut actuel, n'est pas complètement considérée comme française.
dans des quartiers où la vie ne compte pas autant qu'ailleurs. Il y a un nombre de morts, il y a des jeunes qui sont tués par des bavures, mais pas seulement. Donc l'écart de souffrance est bien plus important, est très important. En même temps, il y a quelque chose qui se manifeste là et qui fait qu'il se retrouve. C'est que aujourd'hui, l'écart qui s'est creusé par l'effondrement des dispositifs de représentation entre les États et les peuples fait que le peuple explose, le peuple éclate. Voilà. Et de ce point de vue-là, je ne crois pas trop à ce qu'on appelle la convergence des luttes. Justement. Sauf sur des mots d'ordre populistes du type Macron démission. Justement, je voulais vous interroger là-dessus. Est-ce que vous pensez, a priori non, que ce mouvement peut s'entendre, ou en tout cas se confondre avec le mouvement social traditionnel, le mouvement syndical, l'agenda social, justement, qui arrive aussi avec la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage? Est-ce que tout ça peut finir par converger, ou est-ce que c'est deux mouvements totalement différents, qui ne se parleront pas? C'est pas un mouvement social, au sens où on l'entendait avant, dans la vulgate politique du XXe siècle, où le mouvement social était sur des revendications corporatives et partielles, et la politique permettait une montée en généralisation et de poser les questions en termes de programme politique et de programme électoral. Ce mouvement, cette mobilisation, elle se fait d'emblée sur un positionnement politique. Il peut à un moment donné avoir une traduction électorale. Je ne sais pas quand, je ne sais pas dans quelle forme, mais ça m'inquiète d'une certaine façon, si ça reste à ce niveau de revendication. Parce que si c'est la même chose que Cinque Stelle en Italie, on voit ce que ça peut donner. Ça peut virer vers on l'a souvent comparé, Le Monde a fait un papier pour dire que ça n'était pas le cas, mais au début du mouvement 5 étoiles en Italie. La situation n'est pas exactement la même, donc la dynamique ne sera vraisemblablement pas la même. En même temps, la récupération populiste, on va dire quelle qu'elle soit, peut éventuellement fonctionner, mais elle donnera quoi? Et l'attitude du gouvernement, justement. Ma question, c'est si on arrive à faire de cette convergence une force électorale, cette force électorale fera quoi? Fera-t-elle mieux qu'en Italie, où ils vont même refaire leur budget à la demande de l'Europe? Voilà. Et justement, l'attitude du gouvernement qui était dans un premier temps, il n'y aura pas de dialogue, et aujourd'hui, le Premier ministre dit lui-même qu'il pourrait recevoir, d'ici la fin de la semaine ou la semaine prochaine, des représentants des Gilets jaunes. Le fait que les Gilets jaunes soient, justement, vous le disiez, politiques, ils ont des revendications politiques, l'Assemblée citoyenne, des revendications syndicales aussi, sur les salaires, sur l'augmentation du pouvoir d'achat. Le fait qu'il y a un contournement des partis politiques et puis surtout des syndicats, qu'est-ce que ça dit aussi de l'attitude du gouvernement vis-à-vis de ce mouvement des Gilets jaunes, qui viennent de se structurer? Effectivement, il y a deux grands représentants visiblement maintenant de ces Gilets jaunes. La séparation entre l'État et le peuple, entre le démos et le kratos dont je vous parlais, a des effets d'explosion sur le peuple et la subjectivité populaire. Ça a des effets sur le gouvernement. Ce gouvernement a fait le pari d'aller jusqu'au bout de la séparation, c'est-à-dire de se débarrasser des corps intermédiaires, de faire la peau aux formations syndicales qu'il gênait, etc. Il en paye aujourd'hui les prix, c'est-à-dire qu'il est en direct sur les Champs-Élysées, en direct, en rapport avec la colère, avec la souffrance, avec les aspirations, avec le ressentiment. Je ne sais pas comment il va s'en sortir, ça m'est un peu égal. Pour tout vous dire. Mais ça montre les limites de l'action possible des gouvernements mis dans la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui, de séparation, et finalement d'être sur un agenda de décision qui est un agenda de décision qui n'est pas du tout ancré dans un rapport au peuple, dans un contrat, bien que Macron ait tout un discours sur la démocratie de contrat entre le peuple et lui. Mais il n'y a pas de contrat en réalité. Et donc il faut qu'il fasse passer des choses, et ils n'ont pas tous les corps intermédiaires qui permettraient, y compris, de négocier un certain nombre de choses. Et ça va s'aggraver vite, à mon sens, parce que si cette crise, elle apparaît là, sur la question, la mise en rapport du social et de l'écologie, c'est comme je le disais tout à l'heure, on commence un petit peu à s'occuper d'écologie. Vraisemblablement, la démission de Hulot, elle y est pour quelque chose. Mais il y a quelque chose qui va dépasser tout.
2018 a été l'année la plus chaude depuis des années. Le désert, il avance de plusieurs centaines de mètres par an dans la zone sahélienne de l'Afrique. Il y a des cyclones de plus en plus puissants aux États-Unis. Il y a une ville rasée de la carte en Californie à cause des incendies. Depuis quelques années, on n'a jamais eu autant de catastrophes naturelles et notamment d'inondations en France. C'est-à-dire qu'on peut travailler sur l'espace politique et le populisme et la souveraineté nationale à l'échelle nationale, mais le réchauffement climatique, il est là, et aucune barrière douanière ne l'arrête. Il est mondial. Il est mondial. Sommes-nous en mesure de prendre des bonnes décisions? Le réchauffement climatique, c'est aussi les réfugiés. Pour l'instant, avec l'Aquarius accroché au quai à Marseille, on a 8 morts de plus par jour à peu près en moyenne dans la Méditerranée. Nous sommes face à des questions politiques qui sont aujourd'hui mondiales et qui vont devenir assez rapidement dramatiques. Et la réponse à gauche aujourd'hui, quand vous voyez la tentation populiste de Jean-Luc Mélenchon, qui est même plus qu'une tentation, il l'assume aujourd'hui. Il l'assume complètement. À quoi ça peut mener selon vous? On est au bout d'un dispositif politique qui a commencé à la fin du XVIIIe, qui est la démocratie représentative. On est au bout de ses capacités parce que le cadre national, notamment le cadre national dans lequel il s'est inscrit, ne répond pas aux besoins aujourd'hui des décisions qu'il faut prendre et des formes de solidarité qu'il faut inventer pour l'avenir. Donc, vouloir reprendre le pouvoir dans l'État national, aujourd'hui, ça ne peut prendre que la forme du populisme. Et c'est forcément une impasse, parce que quelle est la légitimité aujourd'hui de quelque peuple que ce soit, de quelque corps électoral que ce soit, de prendre des décisions qui, peu ou prou, ils vont impacter la totalité de l'humanité. Voilà. Le réchauffement climatique, il passe les frontières, lui. Les décisions de M. Trump, elles passent les frontières dans l'autre sens, et elles ont des effets négatifs. Les décisions de M. Bolsonaro, à partir du 1er janvier, ça va être pareil. Qu'est-ce qui nous garantit que nous pourrons, à un niveau national quelconque, aujourd'hui prendre les bonnes décisions, les faire accepter? La mobilisation politique, aujourd'hui, elle ne peut plus être sur ce terrain-là. Elle est sur le terrain d'une solidarité qui fait monter des exigences et qui impose aux États des décisions à prendre, qui impose aux États des principes, et par exemple, la réussite. Moi, mon meilleur exemple récent qu'on pourrait opposer à la situation de mobilisation actuelle, c'est la mobilisation sur les migrants avec l'appel de la fin de l'année. Mais oui, là, il y a quelque chose qui. C'est un problème dramatique contemporain qui ne va faire que s'amplifier. Depuis 8 ans, il y a 42 millions de réfugiés en plus dans le monde. C'est quelque chose, on nous en annonce 150 millions. Quelle est la politique aujourd'hui, quelle est la stratégie politique de mobilisation électorale nationale qui va pouvoir faire prendre en compte cette question-là? Les migrants, ils ne votent pas. Et y compris, on va nous dire que pour faire ça, il faut un gouvernement qui soit élu par des gens qui ne pourront pas entendre des arguments. Ce que vous dites, c'est que le mouvement social aujourd'hui ne peut pas s'arrêter juste à la question... La question électorale nous plombe. Voilà. J'ai une dernière question quand même. L'initiative de François Ruffin, justement, et de Frédéric Lordon qui appellent ce soir à une mobilisation, je ne sais pas si ça va ressembler à Nuit debout, mais ils appellent à une mobilisation, à un rassemblement sur la place de la République, puis à la Bourse du Travail. Je crois, c'est quoi le message selon vous? C'est justement une manière de dire, regardez cette mobilisation, elle peut prendre et elle peut retrouver une traduction à gauche? Je ne suis pas dans leur tête, je ne sais pas ce qu'ils pensent. Vous l'avez étudié, vous l'avez observé aussi, ce mouvement des Nuits debout. Le mouvement, si vous voulez, la question de l'occupation des places, là encore, c'est pas propre à la France. Ça a commencé il y a bien longtemps, en 90 à Pékin. En fait, ça a été repris à partir de 2011 avec l'Égypte, la place Tahrir. Ça a traversé la Méditerranée, Madrid, puis ensuite ça a traversé l'Atlantique de façon très consciente, puisqu'il y avait des rapports entre les uns et les autres. C'est une façon de produire un nouveau récit collectif qui ne passe pas par les formes partisanes représentatives électives.
Voilà, c'est très clair. La forme française a été quand même un format en dessous des autres. Est-ce que les Gilets jaunes peuvent être un moteur justement mais ça peut l'être, mais je pense qu'il y a une illusion de penser qu'on peut passer de ça à une mobilisation électorale, enfin une mobilisation partisane. Si on s'engage là-dessus, il faut aller au bout. Il faut aller au bout de la production d'un récit sans porte-parole, n'en déplaise à M. Lordon et François Ruffin, parce que c'est ça les places, sans porte-parole, sans contrainte, d'autocontrainte dans l'agenda électoral et politique de l'État dans lequel ça se passe, et pour poser de véritables problèmes qui soient véritablement rassembleurs. Parce que la place de la République, comme chacun le sait, Nuit debout, n'a pas beaucoup rassemblé ce dont on parlait au début de notre entretien, c'est-à-dire les quartiers. Voilà. Merci beaucoup Alain Berthaud.